Rien ne prédestinait le petit Olivier à apprendre le chinois, encore moins à devenir influenceur en Chine. Et pourtant, le 2 septembre 2022, il publie une vidéo sur les réseaux sociaux qui va accumuler plus de 30 millions de vues. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Aujourd'hui, il nous raconte son parcours avant la Chine, son quotidien d'influenceur, les facettes moins connues et les risques du métier. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Alors, ma Ok. première question, c'est tout simplement, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ta vie avant la Chine, parce que je sais que la Chine représente un certain nombre d'années de ta vie. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être tes premiers souvenirs enfant quand on t'a parlé de la Chine ou peut-être qu'est-ce que ça t'a évoqué? Comment ça s'est fait la perception? Je me souviens dans une vidéo où tu disais que tu penses que tu as été chinois dans une vie antérieure. Est-ce que est-ce que Et- tu l'as toujours ressenti ou est-ce que c'est venu après ton expérience en Chine? Non, je ne l'ai pas toujours ressenti. En fait, mon expérience de la Chine avant de commencer à étudier le chinois à Paris en fin 1988, elle était de l'ordre de zéro. On n'a aucun lien dans ma famille avec la Chine. Si tu vois quelqu'un bouger derrière, c'est mon épouse qui prépare les affaires pour aller au bureau, hein. On n'a aucun lien avec la Chine dans ma famille. J'ai eu une unique expérience de la Chine quand j'avais encore un peu moins de 19 ans. J'étais en prépa Sciences Po à Nice. Donc j'ai fait une prépa Sciences Po pendant un an. Et un prof d'histoire nous a demandé qui veut préparer un sujet sur la Chine au milieu du 19e siècle. Et je ne sais pas pourquoi. Le seul et unique à lever le bras tout de suite sans même réfléchir une demi-seconde, c'est moi. Je suis retourné à la maison, j'ai pris les livres d'histoire, j'ai fait un sujet de 10 minutes sur la Chine au 19e siècle. Et c'était ma première relation concrète avec la Chine. Sujet qui m'a fortement impressionné parce que c'était le temps de la rébellion des Taiping au milieu du 19e siècle, avec des chiffres ahurissants au niveau du conflit interne en Chine. Et ça m'a vraiment accroché. Mais c'est redevenu complètement dormant jusqu'après l'examen de Sciences Po où je savais que je m'étais probablement vautré et où avec un ami, lui aussi dans la même prépa que moi, où on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et il dit on va apprendre la langue la plus difficile du monde. Je lui dis laquelle? Il me dit le russe. Je lui dis non, le chinois. Sauf que lui, il n'a jamais appris le russe et moi j'ai commencé à apprendre le chinois sans aucune envie ou pensée que ça se prolongerait. Résultat, ça s'est non seulement prolongé, mais ça s'est devenu ma spécialité principale. Voilà. Donc en fait, expérience avec la Chine extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante, avant de commencer à apprendre. Alors, je vais te poser une question qu'on pose très souvent aux gens qui commencent à apprendre le chinois en France. C'est de savoir si est-ce que ton apprentissage de la langue en France a été utile au moment où tu as débarqué en Chine, ou est-ce que tu as eu l'impression de repartir à zéro quand tu es arrivé en Chine? Non, il a été fondamental. Il m'a donné une base qui ne m'a pas permis de comprendre ce que les Chinois racontaient à 100% quand je suis arrivé. Je me rappelle épuisé après mon vol de Paris à Shanghai dans le train de Shanghai à Nankin, parce que j'allais étudier à Nankin. J'ai compris 15% ou 20% maximum de ce que les gens me disaient, donc une partie très très faible, mais j'aurais compris 0% sans mon apprentissage en France. Et l'apprentissage en France a également été fondamental, non seulement pour l'école, mais par le fait que j'ai eu la possibilité de rencontrer principalement un très bon ami chinois, que je connais toujours, qui vivait donc en France à l'époque, puis un second, et ce sont devenus de très très bons potes. Le premier est toujours un ami, le second, malheureusement, je l'ai complètement perdu de vue, mais ça veut dire que à Paris, déjà en tant qu'étudiant, à partir du début de ma deuxième année de formation à l'INALCO, j'ai eu la possibilité très très souvent de les entendre tous les deux parler chinois et d'échanger avec eux au niveau oral. Ce qui fait que mon niveau d'oral, sans fausse modestie, était à partir de la deuxième année bien meilleur que la moyenne de ma classe, grâce à eux, grâce à ces deux amis, parce que je pratiquais quasiment tous les jours avec eux. Et donc cette formation de 3 ans a été essentielle, très, très, très utile. D'accord, donc 3 ans en France et ensuite tu te retrouves donc à Nankin dans la posture d'un étudiant français qui fait ses études en Chine. Exactement. J'arrive, je fais un petit test au niveau de mon chinois oral pour commencer.
et ils me mettent dans le groupe le plus fort parce que j'avais ces 3 ans, parce que je partais pas à zéro et parce que j'avais eu 2 amis parlant avec moi très souvent. Hmm, d'accord. Et est-ce que là, tu as tout de suite su que tu voulais rester en Chine ou est-ce que tu t'es dit, oh, allez, je fais juste un semestre, on voit un peu comment ça se passe ou est-ce que ça a été un déclic tout de suite? Il n'y avait pas encore de plan. Si tu veux, pour résumer, je suis passé par 3 étapes. J'ai lu par la suite que ces 3 étapes-là n'étaient pas, étaient assez classiques. La première étape, c'est: «Tout est magnifique ici, j'adore ce pays, je veux rester ici, je veux revenir le plus rapidement possible». Deuxième étape, deuxième séjour en 93, je n'aime pas du tout ce pays, j'ai pas envie de revenir, j'ai eu trop de mauvaises expériences, le contraire. Et troisième étape, calm down, hein, keep cool. Tu constates que, bah, comme n'importe quel pays, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Il y a des choses auxquelles tu es préparé et que tu apprécies énormément, d'autres que tu apprécies beaucoup, beaucoup moins. Tout à fait normal, n'importe quel endroit du monde, c'est la même chose. Et donc, je me suis senti de plus en plus comme chez moi et chez moi, c'est aussi la France et quand je rentre en France, j'ai également des choses que j'aime et des choses que je critique férocement. Eh ben, en Chine, c'est pareil. Et j'ai l'impression que sur un certain point, tu as réussi à concilier le meilleur des deux mondes parce que souvent on dit, tu sais, nul n'est prophète en son pays. Mais toi, tu as réussi à construire ta carrière et à être très identifié en Chine. Donc, tu es suivi par des millions de personnes, les gens te reconnaissent dans Mmh. la rue, etc. Alors que j'imagine qu'en France, tu dois garder, peut-être pas auprès des publics chinois, mais auprès de la plupart des gens, tu dois pas attirer l'attention. Tu dois pouvoir toujours profiter de ton anonymat. Alors, premièrement, je vais te décevoir, hein. Au total, je n'ai que 1 700 000 fans, en Chine, pas des millions. Je suis de temps en temps reconnu dans la rue aussi, mais je suis pas du tout, du tout, du tout une star. J'ai uniquement quelques followers qui m'apprécient, c'est tout. Et en France, oui, je suis totalement inconnu, mais c'est pas ça me dérange pas du tout, au contraire, c'est plutôt appréciable. Hem, En France, disons que j'essaye maintenant de créer une voie dans laquelle je vais pouvoir, en France également, parler davantage de la Chine. Donc là, j'y travaille, très énergiquement actuellement. J'espère pouvoir jouer sur les 2 cases, en France et en Chine. En Chine, où j'essaie de temps en temps de communiquer un peu sur la France, en essayant également, pas de me battre, c'est pas le mot, mais de montrer que tout n'est pas forcément ne correspond pas forcément aux stéréotypes qu'il y a sur la France ici en Chine. Et pareil, en France, j'aimerais bien pouvoir également communiquer davantage sur la Chine, notamment sur le thé chinois, qui est le thème sur lequel je travaille maintenant depuis, plus de 6 mois, tous les jours. Et de façon à à pouvoir aider certaines personnes à en savoir un petit peu davantage. Mais il ne s'agit pas d'être un professeur qui parle, d'une façon, comme dans une université en train de faire un cours, pas du tout, qui parle de la Chine. Non, non, j'aimerais uniquement partager certaines choses d'un point de vue très émotionnel et si quelques connaissances sont communiquées à ce moment-là, tant mieux, mais c'est pas vraiment le but du jeu. Je suis quelqu'un d'assez, j'ai mon côté rationnel et mon côté émotionnel, mais en fait, j'aimerais jouer davantage sur le côté émotionnel. Je pense qu'on se connaît très mal des 2 côtés. Il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes qui circulent et les expériences réelles sont très limitées. Si je peux avoir une petite contribution avec un partage des 2 côtés où il y a un peu moins de stéréotypes et un peu d'émotionnel partagé, je suis ravi. Justement, tu parles du thé, ça fait partie intrinsèque de ton identité ou de la façon dont tu es connu en Chine, puisque c'est ton surnom. Est-ce que tu peux nous dire comment est venu? Est-ce que c'était déjà ton nom chinois quand tu étudiais le chinois? Parce on peut le dire, j'imagine que Lao Lu, c'est venu plus tard, mais est-ce que ce Lu Ming, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? C'est un professeur qui te l'a donné? Alors Lu Ming, c'est un nom qui mon nom a changé de 91 à 95. J'ai changé de nom 2 fois. Le premier nom que j'avais était une translittération donnée par le père de mon ami chinois que j'ai connu en France en 89 et donc cet ami chinois, son papa qui était un professeur avec un niveau de français fabuleux, m'a donné une première translittération. Cette translittération était pas forcément très simple à dire, donc en 93, lors de mon deuxième séjour, je suis d'abord allé à Taichung, une ville, à Taïwan, où j'ai, fait 3 mois de chinois et ce professeur là-bas, lui, m'a donné mon nom de famille, Lu. Ça existait déjà en 93, mais j'avais pas encore le prénom actuel, Ming, c'était un autre prénom
Et le prénom est venu en 95 au cours d'une discussion entre des guides de voyage chinois qui étaient mes partenaires, avec lesquels je travaillais à l'époque. Et on a eu des discussions, etc. Est-ce que c'est eux qui m'ont proposé Ming ou est-ce que c'est moi qui leur ai demandé si c'était un bon nom? Très honnêtement, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est au cours de ces échanges que ce nom est venu. Et ils m'ont dit oui, oui, non, c'est un très très bon nom. Lu Ming, c'est bien. C'est pas un nom avec lequel on voit que je suis pas chinois. Et donc, c'est mon nom depuis 31 ans maintenant. Mais c'était pas le premier nom. Donc, c'était un processus. C'était pas boum, caramba, caramba, tout de suite Mhm. là, j'ai ce nom dans l'esprit. Non, ça a été un petit travail pendant 3 ans, pendant 4 ans. Et puis tu as d'abord été Xiaolu avant de devenir Laolu. Ah Donc, oui, j'étais pas vieux à l'époque, j'étais un petit jeune de 20 et quelques, hein, donc d'abord sur Lu ou bien tout simplement Lu Ming. Et depuis le Laolu, je crois que ça fait une bonne dizaine d'années que ça dure déjà, parce que quand tu es dans ta quarantaine en Chine, tu peux déjà être appelé par beaucoup de gens qui sont plus jeunes que toi, Lao quelque chose. Lao est ton nom de famille. Bon, vu que moi, je vais avoir 57 ans cette année, ça fait un moment déjà que je suis Lao Lu. Pour moi, c'est devenu mon nom naturel. Quand les gens m'appellent Lu Lao Shi ou un truc comme ça, le professeur Lu, ce qui est un nom très très courant en Chine depuis une quinzaine d'années, je leur dis non, appelle-moi Lao Lu, c'est plus simple et c'est moins formel. Et j'aime hmm. beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire comment est venu le nom qui t'a fait connaître, qui est Aihecha de Laolu? En 21, quelques amis m'ont dit écoute, tu devrais faire des vidéos, tu parles bien chinois, tu pourrais communiquer en tant que Français vivant en Chine depuis longtemps. D'abord, ça m'a pas trop intéressé, et puis finalement, deux amis m'ont convaincu. Et on a donc songé au nom pour les réseaux sociaux en Chine. Et j'adore vraiment boire du thé. J'en bois tous les jours du matin au soir. C'est vraiment ma religion, pour ainsi dire. Naturellement, je crois que c'est mon épouse qui a proposé ça. Je crois que c'est Yefeng, mon épouse, qui a dit bah, pourquoi pas Ai He Cha de leur loup. Vieux loup qui aime boire du thé. J'ai pas du tout réfléchi. Je me suis dit ouais, ça me paraît très très bien. C'est déjà 6 caractères, donc c'est pas très court, mais c'est très facile à retenir. Et c'est pas du tout une image qui correspond pas à la réalité. C'est parfaitement à la réalité vu que j'adore le thé chinois. Donc, adopter, être jugé, voilà. Eh ben moi c'est sur Bilibili que je t'ai découvert. Je pense que c'était dans les années peut-être 2000, 2022 ou 2023. Donc en fait ça devait pas être si longtemps après que tu te sois Au lancé. départ, Ouais. exact. Et je suis tombé sur je pense que c'est une des vidéos qui a eu le plus de succès, c'est celle où tu racontes le moment où tu as obtenu la carte verte chinoise après 30 ans de vie en Chine. Tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as obtenu cette carte et puis au moment aussi où cette vidéo a fait le buzz, parce que j'imagine que tu as dû avoir des dizaines de milliers de réactions. Alors, c'est un truc très particulier, ça. Premièrement, parce que j'avais uniquement eu avant ça une vidéo qui, par rapport à à l'époque, faible nombre de followers, avait bien marché. Donc cette vidéo-là, on l'a fait et d'une, je voulais exprimer mon appréciation pour, avoir obtenu ça, parce que c'est pas évident d'obtenir la 5 star card, comme on dit maintenant en Chine, hein, la carte à 5 étoiles. Donc on dit green card, mais c'est pas comme ça qu'elle s'appelle officiellement. Donc je voulais exprimer mon appréciation parce que vraiment j'étais vraiment, honoré, touché de l'avoir reçu. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on l'a filmé avec un petit plan, mais sans plan particulier, juste comme partage. Donc on était absolument stupéfiés par le résultat, parce que très rapidement, il y a eu 30 millions de vues en Chine sur les différentes chaînes, Bilibili, plus Douyin, plus d'autres plateformes. 30 millions de vues, on n'avait jamais eu ça. Et je vais être honnête avec toi, on l'a plus jamais eu par la suite, dans cette proportion-là. Donc jusqu'à présent, c'est toujours mon carton principal. J'ai jamais eu une vidéo qui a cartonné autant. Troisième sentiment, c'était un sentiment extrêmement compliqué, parce que figure-toi que le jour où on a envoyé la vidéo, mon beau-père est mort. Donc le père de ma femme. Et donc, on s'est dit, ben, c'est lui qui, de là-haut, nous soutient et nous envoie des millions de vues. Tu peux imaginer le sentiment très partagé le jour où elle est évidemment en deuil profond. Moi, je suis évidemment peiné aussi. Mais en même temps, tu as une vidéo qui sort et qui cartonne comme ça. C'est très, très bizarre comme sentiment. Parce que c'était pas non plus la vidéo qui exprimait les choses les plus profondes par rapport à la Chine,
vidéo qui en même temps avec un drame familial. Ce jour-là, c'était très, très compliqué au niveau émotionnel à gérer. Ouais, ça me rappelle le Changyu que tu connais sûrement, Bai Gan Jiao Ji. Tu sais, tu as 100 émotions qui sont entremêlées. C'est un petit peu C'était ça. ça, c'était tout à fait ça. Et si tu entends un Et bruit bizarre à côté, je suis en train de verser du thé, donc t'étonnes pas. je me doute. Et justement, j'allais te poser une question par rapport, parce qu'on a cité plusieurs plateformes, plusieurs réseaux sociaux chinois, que les gens sont pas forcément familiers avec ça, ou du moins avec la différence qu'il peut y avoir entre les réseaux qui sont très connus en Occident, comme Instagram, comme TikTok, comme ces choses-là. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué que les interactions ou peut-être l'état d'esprit général des réseaux sociaux chinois sont dans l'ensemble plus, j'allais dire, plus modérés, plus positifs? Ou est-ce que tu partages aussi cet avis-là? Est-ce que tu as remarqué des différences avec les réseaux occidentaux? Alors, je pense que les réseaux sociaux, en général, c'est le reflet de nos sociétés, c'est-à-dire c'est d'une diversité absolument incroyable. Tu as absolument tout. J'ai eu déjà sur les réseaux sociaux en Chine, et je sais que ça existe au quotidien sur les réseaux sociaux dans le reste du monde, des messages absolument incroyables, euh, 2000 caractères, vraiment l'histoire très personnelle d'une personne partagée. C'est pas tous les jours, c'est pas extrêmement souvent, mais ça arrive moins, ça arrive plus souvent qu'on ne pourrait le penser. Des gens vraiment très touchés par la vidéo, qui partagent quelque chose de très très intime et de très très émotionnel. Donc ça, c'est magnifique, particulièrement sur Bilibili. C'est le principal. Et également de temps en temps sur Honshu, mais un peu moins souvent. Ce genre de message, beaucoup moins souvent sur Douyin. Sur Douyin, il y a eu de temps en temps, mais très rarement, j'ai de la chance, des messages un petit peu désagréables. Mais franchement, j'ai eu de la chance. Je connais d'autres influenceurs, j'aime pas ce mot-là, mais à défaut, je l'utilise. Je connais d'autres influenceurs étrangers en Chine qui ont eu des messages un peu plus désagréables sur Douyin. Ça arrive. Bon, globalement, moi, j'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu très, très peu de messages désagréables sur n'importe quel réseau social en Chine et j'ai eu beaucoup de messages extrêmement touchants, extrêmement émotionnels. Donc, je n'ai pas à me plaindre, vraiment. Bah, tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Et puis, j'allais te demander, par rapport à ce succès incroyable des 30 millions de vues, j'imagine que ça attire aussi beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont t'identifier, qui vont s'intéresser à toi, qui vont vouloir te proposer peut-être des partenariats. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as géré le post, ce moment où, en fait tu t'es retrouvé avec soudainement un intérêt médiatique pour ta chaîne? Alors, et d'une, c'est vrai que ça a amené beaucoup de followers, je vais pas le cacher. D'un seul coup, ça a amené plus de followers que ce que j'avais auparavant. C'est vrai. Donc ça marche souvent comme ça. Tu as une vidéo qui marche très très bien et d'un seul coup, ça t'amène une vague de followers et tu attends la prochaine vidéo qui va exploser et qui va elle aussi t'amener une nouvelle vague de followers. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Euh, Ça fonctionnait comme ça. Maintenant, par exemple, je vais te donner l'exemple de mon compte sur Tencent, donc ma chaîne vidéo sur WeChat, et elle progresse très lentement, mais régulièrement. J'ai un nombre de followers beaucoup plus faible que sur Bilibili, beaucoup, beaucoup plus faible, mais maintenant que depuis plusieurs mois, j'ai du contenu court, que des vidéos courtes en vertical, mais très régulièrement, ça progresse lentement mais sûrement. Je n'ai plus d'explosion de followers depuis, ça fait 2 ans. 2 ans que je n'ai plus de nouveaux followers de façon comme ça brutale, mais je reste avec mes chiffres de l'époque. Comme j'ai arrêté, parce que je me suis posé beaucoup de questions en mai dernier, j'ai arrêté en mai, juin, juillet, j'ai quasiment rien envoyé. Donc pendant plusieurs mois, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est ça que je veux continuer à faire? Est-ce que c'est mon business model pour les années à venir? Donc beaucoup de réflexions. Puis je suis reparti plusieurs mois plus tard, mais avec des chiffres beaucoup plus inférieurs. Euh, c'est plus vraiment les chiffres maintenant que je suis plus vraiment après les gros chiffres.
Et c'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne en Chine. Évidemment, pour ceux, une minorité en Chine qui ont encore des très très grosses diffusions, ils peuvent encore avoir un certain business model comme il y a 5 ans, mais de plus en plus ça a changé. Maintenant, c'est plutôt du trade, comme on dit en chinois, donc du spécialisé. Tu te focalises sur un domaine bien particulier, tes vues et tes chiffres, tes données sont moins impressionnantes que par le passé, mais le public attend de toi quelque chose de plus spécialisé. Et en fait, maintenant, je me recentre sur le thé. Donc, c'est devenu pas uniquement mon nom, Ai He Cha de Lao Lu. C'est devenu une réalité. Je me concentre là-dessus. Je fais beaucoup de sujets. Ce samedi, après-demain, je vais partir avec un camping-car sponsorisé. On va faire pendant plus d'un mois avec mon épouse, on va visiter une bonne grosse dizaine de producteurs de thé. On va rester à chaque fois plusieurs jours, filmer, raconter un petit peu l'histoire de ces gens-là. Il ne s'agit pas de raconter le thé, comment on fait le thé, non, ça c'est à la limite, c'est pas vraiment l'essentiel, mais c'est ces gens-là. Pourquoi ils se consacrent au thé? Comment ils s'y consacrent? Comment ils réussissent à faire des thés, à mon humble avis, de très très bonne qualité. C'est ça que je veux raconter maintenant. Et donc, je pense que mes vidéos auront de moins en moins de vues spectaculaires. Je ne crois pas que je vais jamais renouveler 30 millions de vues avec une vidéo dans l'avenir. En tout cas, ce serait miraculeux. Mais les gens qui vont regarder les vidéos dans l'avenir seront des gens qui auront au moins un intérêt, pas forcément spécialement pour le thé, mais pour le monde humain derrière le thé. Donc c'est ça que je veux faire maintenant. Ouais, génial. Excuse-moi, excuse-moi si c'est un peu sinueux au niveau des réponses, hein. Bah écoute, c'est pas sinueux, au contraire, on a vraiment le sentiment que tu as trouvé ta voie et ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis j'allais en profiter pour te demander si jamais tu devais recommander trois thés chinois à un public français qui connaît très très peu de choses au thé en général et au thé chinois. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommanderais pour commencer, pour découvrir petit à petit? Ouais, c'est une vaste question, mais disons que, en fait, étonnamment, je ne vais pas suggérer du thé vert. Parce que le thé vert, certains thés verts peuvent s'infuser avec de l'eau qui vient juste d'être bouillie, mais beaucoup de thés verts demandent une infusion avec de l'eau entre 80 et 85 degrés. Déjà, ça veut dire que tu as du matériel chez toi qui te permet de contrôler la température de l'eau. C'est pas fréquent, je pense, dans les foyers, par exemple français ou canadiens. Donc thé vert, je conseille pas forcément. Par contre, il y a des thés qui sont très très faciles à infuser et où la température de l'eau qui vient juste d'être bouillie est parfaite. Ce sont ce qu'on appelle en français le thé noir, qui, comme tu le sais, en chinois s'appelle le thé rouge, Hongcha. On dit pas noir en Chine. En Chine, le thé noir, ça existe, Heicha, mais c'est le thé sombre ou le dark tea en anglais. Donc en fait, pour simplifier, il faudrait utiliser les noms en application en France, mais très honnêtement, j'ai du mal à les utiliser parce que ça me paraît vraiment dommage d'avoir traduit thé rouge, le terme chinois, en thé noir en français. Donc je préfère utiliser thé rouge et thé noir, le thé noir étant thé sombre ou dark tea. Donc ces deux sortes de thé-là sont très faciles à infuser. Je pense que c'est un très bon départ pour des gens qui ne sont pas experts en thé, mais qui apprécient ou qui ont envie d'essayer. Il y a également une autre sorte de thé qui est très facile à infuser, le thé blanc. Le thé blanc, il y a différentes catégories, hein. Shomei, Gongmei, Bai Mudan et Bai Hao Yinzhen. Donc tout ça, comment ça se traduit? Shomei et Gongmei, ce sont des noms, je crois, qu'on ne traduit pas. On les dit en pinyin. Bai Mudan, c'est... comment on dit Mudan en français déjà? La pivoine, non? Oui, oui, pivoine blanche. Et Ingen, c'est donc il faudra que j'apprenne tous les termes en français parce que sinon j'aurais l'air bête, hein. Ingen, c'est les petites flèches blanches, et ça, c'est la catégorie supérieure de thé blanc. Elles ne peuvent pas se mettre en thermos, mais Gongmei et Shomei, hein, donc deux sortes de catégories de thé blanc, ainsi que les thés sombres ou thé noirs, peuvent se mettre tout bêtement dans un thermos. Tu mets, allez, moi, ça, c'est 800 millilitres, ça. Tu mets, allez, disons 5 grammes, 5 ou 6 grammes. Tu mets ça et tu mets de l'eau chaude à 100 degrés. Tu bois un tiers du thermos, tu remets de l'eau chaude et en fait, tu peux infuser pendant une demi-journée. Tu as ton thermos que tu bois littéralement pendant des heures, je n'exagère pas. Et c'est hyper
hyper simple à préparer. Évidemment, il faut que la qualité du thé soit bonne. Et il y en a des très très bons en Chine, beaucoup. J'en découvre de plus en plus d'ailleurs au cours de nos pérégrinations. Et ça, tu n'as pas besoin d'être expert. Tu peux mettre de l'eau dès qu'elle a été bouillie, une fois qu'elle est calme, qu'elle n'est plus en train de faire du bruit, elle est apaisée. Tout de suite, tu mets dans le thermos et tu peux le boire pendant des heures. Ça demande aucune expertise et c'est super bon. Et est-ce qu'il y a un thé qui te fait rêver, un thé d'exception que peut-être tu as l'occasion de boire uniquement à de certaines occasions? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui se détache? Ah, c'est très compliqué d'en détacher un. Il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Il y a une marque de thé blanc dans le sud de la Chine qui vient de créer un produit avec justement un thermos comme ça, mais différent, hein, il est là-bas, le thermos, qui permet, ils ont inventé la manière même pas, comment on dit en français, même pas, d'infuser en mettant la meilleure qualité de thé blanc. L'eau que tu mets dans le thermos descend de 100 à 70 degrés en 3 minutes, parce que si elle reste à 100 degrés, elle tue le thé. Cette sorte de thé-là peut être infusée à 100 degrés dans une théière comme celle-ci ou dans le gaewan, le bol avec le couvercle, mais elle ne peut pas être infusée dans un thermos à 100 degrés parce qu'au bout de quelques minutes, toute la qualité du thé est assassinée. Alors que si la température de l'eau descend tout de suite à 70 degrés, donc en quelques minutes, tu as le meilleur de ce thé pendant des heures. Et ils ont réussi à le faire. Donc ça, c'est un produit qui pour moi est assez exceptionnel, un thé exceptionnel, parce que tu peux vraiment boire sur la route le meilleur du thé blanc. Pareil, récemment, j'ai une amie qui m'a présenté un thé donc sombre, moi je l'appelle thé noir, qui est produit dans une région, je crois, où il y a une ethnie tibétaine, donc complètement à l'ouest du pays. Il est excellent. Il est excellent. Sinon, je pourrais te citer encore, je ne sais pas combien de sortes de thé rouges, qui sont vraiment meilleurs les uns que les autres, mais je me contente de ces deux-là pour l'instant. Une sorte de thé noir qui vient donc d'une région d'ethnie tibétaine dans l'ouest de la Chine. Je crois que c'est au Qinghai, si je me rappelle bien. Et ce thé blanc que tu peux consommer en thermos, la meilleure qualité de thé blanc, donc ce qu'on appelle la Bai Hao Yinzhen, les flèches argentées blanches. Il y a probablement un nom plus spécialisé en français, mais ça ne me vient pas à l'esprit maintenant. Oh, mouah, que c'est bon. J'imagine que ça doit être assez apaisant de te dire que maintenant que tu as trouvé vraiment ton cœur de métier, tu peux vraiment t'y plonger les yeux fermés et sans avoir ce sentiment de peut-être te disperser. Et en même temps, c'est vrai que c'était très tentant. Je me souviens de te voir explorer des musées, aller parler tu vois, du paléolithisme, d'interviewer des étudiants chinois ou vraiment de t'intéresser à plein de sphères différentes de la culture chinoise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as géré la pression qui vient avec le succès, où on se retrouve extrêmement, bah, oui, propulsé en avant, et au moment où tu te dis, OK, il faut que je continue, il faut que je crée du contenu, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, je suis en train de perdre les pédales, il faut vraiment que je me calme. Je sais qu'il y a un côté très addictif voilà, dans le plaisir de pouvoir rassembler les gens, de pouvoir avoir de la visibilité. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux créateurs d'aujourd'hui qui peut-être vont s'exposer aux mêmes problématiques? Vaste question, Valentin, vaste question. J'ai complètement rencontré le problème que tu décris, mais à 100%. La raison pour laquelle j'ai arrêté fin avril, début mai 2025, c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé à faire du contenu que j'aimais bien. Évidemment, parce que fin 2021, fin 2021, début 2022, j'avais d'abord une équipe avec une personne, puis ensuite deux personnes. Puis au moment où on était le plus grand, on était donc quatre à travailler au quotidien sur mes chaînes en Chine, donc trois personnes chinoises, des jeunes, tous moins de 30 ans ou maximum 30 ans. Et on se posait des questions continuellement, comment faire du contenu qui correspond à ma personnalité, que moi-même j'apprécie, mais qui va rencontrer un certain succès auprès de l'audience.
Et c'est devenu une sorte de, je ne peux pas dire cercle vicieux, c'est exagéré. Ça, c'est une expression trop forte. Mais tu finis effectivement dans un cycle où les chiffres, les données deviennent quasiment l'élément le plus important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se cacher, en tant que créateur de contenu, la manière dont je gagnais de l'argent était très simple. J'avais des vidéos sponsorisées. Une marque nous contacte, que ce soit directement ou par un intermédiaire, et nous dit, voilà, on veut faire un sujet tel et tel. Et tu as des marques, je ne vais pas les citer bien sûr, qui te donnent quasiment liberté complète. Tu fais ce que tu veux, et ces vidéos-là, en général, marchent plutôt bien, parce qu'elles ne ressemblent pas à des publicités, même s'il y a un aspect publicitaire. Et d'un autre côté, tu as des vidéos qui sont avec des marques qui ne te donnent aucune liberté. Elles ont vraiment des idées bien particulières et tu dois suivre le script. Et tu sais, avant même de diffuser la vidéo, que ça va être un flop. Et en général, 9 fois sur 10, c'est vraiment un flop parce que c'est pas du bon contenu. Mais toi, en tant que créateur de contenu, tu fais face à un dilemme et j'ai besoin de ces vidéos sponsorisées parce que j'étais spécialisé, c'était mon métier. Je faisais ça quasiment à 100%. Mes revenus venaient tous de vidéos sponsorisées. Et donc, tu rentres dans ce cercle, dans ce processus, et tu finis par te rendre compte, moi je me suis posé cette question-là l'année dernière, de plus en plus en début d'année. Ok, ça fait maintenant 3 ans que je le fais, j'ai 1,7 million, ça n'a pas bougé depuis, hein. J'ai 1,7 million followers, je suis ce qu'on appelle Yaobu, donc je suis milieu de gamme en Chine, je ne suis pas une star du tout, je suis une petite célébrité, il y a pas mal de gens qui me connaissent, je suis reconnu de temps en temps dans la rue, mais je ne suis pas du tout une star, non. Mais est-ce que je vais continuer là-dessus? C'est-à-dire que je fais de moins en moins de contenu qui me plaît, de plus en plus de contenu pour avoir encore des commandes. Mais si mes commandes sont scriptées et que j'arrive pas à obtenir vraiment de bonnes audiences, bah, dans l'avenir, mes commandes vont diminuer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à jouer ce petit jeu où on veut vraiment avoir du contenu pour avoir des commandes? Ou est-ce que moi, Olivier, je veux faire du contenu qui me plaît, au risque de perdre une grande partie de mon audience, mais de faire des choses qui me plaisent? À ce moment-là, comment je gagne ma vie? Voilà, le dilemme du créateur de contenu, c'est ça. Et donc l'année dernière, on s'est dit, OK, on arrête, on fait une pause. J'avais un partenaire, on s'est séparés à l'amiable et on n'a pas continué. Et je me suis pendant plusieurs mois posé la question, what's next? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que c'est maintenant? Et donc la décision, c'était OK, on va faire du contenu pratiquement, pas exclusivement à vitam aeternam, mais en tout cas pour l'instant sur le thé, qui est un aspect de la culture chinoise que j'adore. Et je ne te cache pas qu'on est également en train de se poser des questions actuellement. On a quelques idées, mais c'est encore trop tôt pour les partager, sur la manière de monétariser, de monétiser, pardon, c'est comme ça qu'on dit, hein, de monétiser ce nouveau centre d'intérêt dans l'avenir. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre que par le passé. Par le passé, il n'y avait pas d'équilibre. L'aspect monétaire est devenu l'aspect essentiel. Je faisais de moins en moins de contenu qui me plaisait, où je me disais, c'est du bon contenu, malheureusement. Il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Moi, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez bon créateur, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment eu ce problème. Maintenant, on fait de plus en plus de contenu qu'on aime, beaucoup moins vu qu'auparavant. Il s'agit donc de faire du trade, donc du spécialisé, du vertical, qu'importe les audiences, même si ce sont de faibles audiences, elles apprécient beaucoup ce contenu-là, et comment, dans l'avenir, réussir à trouver un mode où je peux monétiser mon contenu sans avoir l'impression que je viole mes propres principes. Donc voilà, c'est tout le challenge actuel. D'accord, ouais, je vois un petit peu la difficulté. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment, quand j'écoute ton parcours, ben, je m'y retrouve aussi beaucoup parce que j'ai l'impression on a quelques points communs sur la façon dont on a fait nos études. Sciences Po, tu vois, moi j'ai aussi un parcours assez littéraire et donc le côté très français où on n'a pas forcément été chevronné J'ai au... pas fait Sciences Po, hein. J'ai pas fait Sciences Po. J'ai Ouais, c'est ça. raté Sciences Po l'examen, mais donc j'ai continué sur une voie plus littéraire avec le chinois et la communication. Voilà.
Donc, somme toute, des parcours très, très similaires. Et peut-être voilà pas de formation particulière au marketing ou tu vois ou au business ou ce genre de choses. Et puis tu te retrouves dans une ville, Hangzhou. Alors pour les gens qui connaissent pas, moi je n'y suis jamais allé, donc je préférais que tu nous en parles. Mais de l'image que je m'en fais, c'est que c'est vraiment la capitale du business du sud de la Chine, où tu as tous les mastodontes du e-commerce, tous les mastodontes des nouvelles technologies. Donc j'imagine que toi Hmm. aussi, dans cet univers-là, tu as dû forcément être impacté par les gens qui t'entourent là-bas. Petite pub pour Hangzhou, c'est la ville depuis en gros une dizaine d'années qui retient le plus les talents en Chine, devant toutes les autres villes. Alors, je ne sais pas si c'est chaque année, mais la majorité du temps, Hangzhou est la ville vraiment qui réussit à attirer et à garder le plus grand nombre de jeunes talents en Chine. Avant Shenzhen, avant Pékin, avant Shanghai, etc. Et pour te donner une idée également, quand je suis arrivé il y a 10 ans à Hangzhou, la ville avait, je crois, un peu moins de 10 millions d'habitants ou une dizaine de millions. Maintenant, on est déjà à 12 et on va vers les 13 millions assez rapidement. La ville s'étend et géographiquement, il y a des quartiers qui sont donc qui deviennent une partie officielle de Hangzhou alors qu'auparavant il n'était pas. Et la population augmente également par l'attirance de talents et par l'augmentation géographique chaque année. Donc c'est vraiment maintenant je crois que c'est une des 10 plus grosses villes de Chine maintenant. Enfin, ça augmente. Et au niveau, Hangzhou se définit comme l'économie digitale. Chose Jingxi. Alors je dirais pas que Shenzhen est également super important dans ce domaine-là et dans d'autres, dans le sud de la Chine, mais c'est vrai que c'est un des mastodontes du sud de la Chine. Alors ça peut toujours pas concurrencer au niveau économique une ville comme Shanghai, qui est toujours loin devant, parce que Shanghai a également une population qui est le double de Hangzhou. Mais c'est une ville de plus en plus importante. Alors Alibaba, on connaît très bien, mais le numéro un de la surveillance vidéo est à Hangzhou. NetEase est à Hangzhou. Il y a les 6 dragons de Hangzhou dans des domaines comme la robotique et l'intelligence artificielle, qui depuis le début de l'année dernière font beaucoup parler d'eux, comme DeepSeek, mais pas uniquement. Tu as vraiment des nouvelles compagnies à Hangzhou qui existent depuis moins d'une dizaine d'années, qui sont déjà les leaders dans leur domaine et qui font du travail très, très, très impressionnant. Donc oui, c'est un pôle d'innovation et c'est vrai, tu as raison. Vivre dans une ville comme ça te fait rencontrer des gens qui te donnent des nouvelles idées, qui te titillent le cerveau et c'est assez agréable. Je dois l'admettre. Et alors, est-ce que tu peux t'imaginer un jour quitter tout cet environnement-là, quitter la Chine, ou peut-être changer de ville, ou est-ce que tu te vois retraité en Chine? Comment est-ce que tu envisages les 10 prochaines années? Alors, et d'une, je ne me vois pas du tout retraité dans les 20 prochaines années. Donc je pense pas que je prendrai ma retraite, tant que je peux fonctionner, tant que ma santé le permet, je crois que je vais continuer à travailler parce que je vois pas trop comment je gérerais ma vie si j'arrêtais. En fait, l'objectif, c'est de faire un travail qui me plaît tellement que j'ai pas du tout envie de prendre ma retraite. C'est un peu ça. Et 2e chose, je vois très bien et on commence avec ma femme à prendre cette voie-là, je me vois très bien passer davantage de temps, principalement en France, mais pas quitter la Chine et ne pas revenir. Non. J'aimerais bien trouver un équilibre entre une partie de mon temps, davantage qu'actuellement, qui n'est que un à maximum 2 mois, même pas 2 mois par an en France. Donc j'aimerais trouver un équilibre entre, disons, allez, 50-50, même si ce n'est pas forcément 50-50, même si c'est 60-40, qu'importe, mais davantage de temps en France pour travailler à ce partage, notamment du thé, et le reste du temps en Chine pour continuer à aller voir les producteurs, pour continuer à connaître mieux la situation, pour garder le fil de ce qui se passe en Chine, parce que les choses changent à une vitesse hallucinante dans ce pays, hallucinante. Et si tu quittes la Chine, ne serait-ce que 2 ans, t'es perdu. Je te donne un exemple. Que j'ai décidé à l'âge de 40 ans de reprendre mes études. Donc j'ai d'abord fait un master à Pékin pendant 1 an et demi. Et puis après ce master, ça m'a tellement plu que je me suis dit, faut continuer. J'ai quitté mon boulot en relations publiques à Pékin et j'ai fait un doctorat en sociologie à Hong Kong, dans l'université polytechnique, pendant 4 ans. Et la première année et demie, j'étais quasiment exclusivement à Hong Kong. Je faisais quelques passages en Chine pour mon terrain, pour les données, mais j'étais principalement étudiant de 45-46 ans à Hong Kong. Et
quand je suis venu pour faire mon terrain en 2016, en mars 2016 à Hangzhou, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'il n'y avait plus du tout le moindre individu qui utilisait de l'argent en billets et en liquide. Tout le monde utilisait les téléphones portables. Quand j'avais quitté la Chine, quand j'avais quitté le Pékin en 2014, en août, pour aller à Hong Kong, tout le monde utilisait du cash, c'était normal. Résultat, je ne fais pas trop attention pendant 1 an et demi. Je reviens en mars 2016 à Hangzhou. Plus personne n'utilise du cash. Je suis le seul abruti à utiliser du cash. Rapidement, je me mets au goût du jour, évidemment, et ça fait 10 ans que je n'utilise plus de cash en Chine. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je dois avoir encore 100 ou 200 yuan dans mon porte-monnaie au cas où. Mais comme de toute façon, maintenant, ce truc-là est devenu tellement important que tu as toujours une recharge pour pouvoir continuer pendant quelques heures, en fait, ça fait 10 ans que j'utilise plus du tout de cash. Voilà. Pour te raconter ça, 1 an et demi après avoir quitté le Pékin, boum, je vais à Hangzhou et je me rends compte que le monde a complètement changé parce que Hong Kong ne s'était pas mis au non-cash aussi rapidement. Même actuellement, à Hong Kong, tu peux continuer à utiliser du cash de façon assez normale. En Chine, le cash, c'est fini. Ouais, c'est drôle. Moi, quand je suis arrivé en 2016, tu vois, c'était les derniers jours, donc j'ai connu un tout petit peu les billets, les choses comme ça, mais c'était déjà presque du passé, donc c'est amusant. Et je voulais te demander une dernière question avant qu'on passe aux recommandations. Toi qui es un témoin privilégié de la Chine, de ses évolutions et de sa jeunesse, je voudrais te demander, même si je sais que c'est une question difficile parce qu'il y a une telle diversité, mais comment est-ce que tu regardes en général l'évolution du pays pour la génération qui arrive? Est-ce que tu regardes ça plutôt avec un œil positif, plutôt optimiste, ou est-ce qu'il y a des choses sont inquiétantes? Comment est-ce que tu vois un petit peu le pays évoluer? Alors, optimiste, inquiétante, je sais pas, c'est des adjectifs qui sont faciles à utiliser, mais qui catégorisent un peu trop rapidement. J'essaye d'être un petit observateur, tout simplement. Et je dirais qu'il y a des phénomènes que je vois que je trouve absolument fascinants, d'autres que je trouve peut-être un petit peu plus dérangeants et qui demandent beaucoup de réflexion pour être changés. Je vais te donner 2 exemples. Alors, d'un côté, l'innovation, heu, contexte, mot abstrait un petit peu si on ne le rend pas plus concret, mais par exemple dans le nouveau plan quinquennal, l'innovation a une place essentielle. Comment faire en sorte que les industries, que n'importe quelle usine en Chine, ait un aspect innovatif qui continue, qui se développe? Comment faire en sorte que la Chine reste vraiment un leader dans beaucoup de domaines au niveau innovation? Tout le monde, au niveau d'une entreprise de 15 personnes, au niveau de ceux qui créent le plan quinquennal, tout le monde se pose la question, relentlessly, je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais plus là, ça ne me vient pas, vraiment de façon soutenue. C'est assez impressionnant. Tu le sens évidemment ici à Hangzhou, mais tu le sens pratiquement partout. Même dans des régions qui sont moins dynamiques que Hangzhou et qui économiquement souffrent, il y en a. Tu entends les conversations, il n'y a pas forcément de solution, mais les gens se posent la question au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver un tupoco, une sorte euh, de direction qui va me permettre de dynamiser mes opérations? Ça, c'est un aspect fascinant. L'autre, qui pourrait être un peu plus dérangeant, c'est la pression des enfants à l'école. La pression des enfants à l'école est gigantesque et en fait, tu vois beaucoup d'enfants qui n'ont pas vraiment le temps d'explorer leur centre d'intérêt, qui n'ont pas le temps non plus d'aller faire du sport à partir de l'âge de 10 ou 11 ans, parce que les devoirs sont tellement impressionnants et ça, je suis pas sûr que ce soit une très, très, très bonne tendance. La Chine est incroyablement compétitive à tous les niveaux et ça commence très tôt pour les enfants. La compétition est vraiment féroce. Et moi, par exemple, en tant que gamin en France, j'ai eu la chance de pouvoir profiter d'un environnement où il y avait une petite compétition, mais malgré mes années de 14 à 18 ans où j'ai complètement perdu mon intérêt pour les études, où je suis devenu un cancre et où j'étais au 2e trimestre en terminale, j'étais 21e sur 21 dans ma classe. Et quand j'ai retrouvé ma motivation 3 mois avant le bac, miracle, donc j'ai réussi à passer le bac, et cetera. Mais
l'environnement me donnait la possibilité d'avoir cette période creuse pendant 3 4 ans où j'ai fait plein d'autres choses comme du sport, beaucoup, beaucoup de sport, ce qui fait que je suis encore relativement en bonne santé à mon âge. Je pense que c'est une des raisons. Et en Chine, tu vois énormément de gamins qui ont une telle pression qu'en fait, ils font ni du sport, ni se consacrent à leur passion s'ils en ont découvert à un jeune, déjà dès un très jeune âge. Et ça, c'est pas forcément très positif. Même si leur niveau de maths à 18 ans sera au niveau des étudiants de mathématiques en France ou ailleurs en deuxième année d'université. Euh, donc il y a du pour et du contre. Je te donne juste 2 exemples, on pourra en parler jusqu'à demain matin, j'imagine. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant que tu identifies ces deux points-là. Et puis pour terminer, bah, comme tu le sais, on a une audience qui s'intéresse beaucoup à la Chine. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu des recommandations. Ça peut être des œuvres culturelles, des chansons, des expositions, de tout ce que tu as pu, ce qui peut te venir en tête. Est-ce que tu as quelque chose que tu as découvert récemment et que tu aimerais partager avec nos auditeurs? J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à la question en disant une ou 2 choses. En fait, ma suggestion principale, ce serait de rencontrer des Chinois. De rencontrer des gens, qui ou bien ont vécu en Chine longtemps ou bien sont des Chinois, même si ce sont des Chinois qui vivent à Vancouver, par exemple, et qui ne rentrent plus en Chine qu'1 ou 2 fois par an, mais qui ont quand même grandi en Chine, qui vont transmettre des réalités très différentes de ce qu'on apprend dans les médias ou dans des discours plus officiels. Et quand je dis discours officiel, c'est tous les discours officiels. Pour la seule et unique façon, je crois, d'apprendre des réalités différentes, c'est de se frotter à des éléments qui font partie de ces réalités, notamment les gens. Pour moi, les gens, c'est toujours l'alpha et l'oméga de tout. Rencontrer des gens, discuter avec ces gens-là, échanger avec eux, écouter leur version, quelle qu'elle soit. Et avec des différents éclairages, on obtient des versions vraiment un peu plus complètes. C'est très abstrait comme réponse, je suis désolé, je vais pas te proposer un livre ou un film. J'ai un peu du mal à proposer un livre ou un film qui eux-mêmes ne seront qu'une fraction de la réalité. Mais si on peut vraiment avoir des échanges humains, je pense que c'est l'idéal, c'est ce qu'il y a de mieux. Et peut-être juste un dernier point sur quelque chose qui t'a aidé à apprendre le mandarin. On n'a pas trop parlé de ça, mais est-ce que tu as, au cours de tes années d'études de la langue, est-ce que tu as une chose qui t'a aidé, qui t'a aidé à garder espoir ou qui t'a donné un petit déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? J'avais pas besoin d'espoir parce que j'étais fasciné par la langue. La langue est absolument passionnante, elle est géniale. Petite interlude, ne pensez surtout pas pour ceux qui apprennent le chinois et qui ont du mal à s'en sortir que les Chinois n'ont pas d'humour. Les Chinois ont non seulement de l'humour, mais un humour qui a des facettes absolument incroyables. Et j'ai mis 10 ans à commencer à comprendre l'humour chinois. 10 ans. 10. C'est comme ça qu'on dit 10 en chinois, hein. Donc, ne surtout pas se décourager. Moi, j'ai pas vraiment eu de séance, de moments où j'étais découragé, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quand même une petite progression qui s'opérait, parfois un peu plus rapidement, parfois plus lentement. Il faut juste accumuler. L'accumulation, c'est la première chose. Pas 3 heures par jour d'un seul coup et puis plus rien pendant 3 jours. Accumulation, vaut mieux faire une demi-heure par jour que 3 heures tous les 3 jours. Ensuite, le contact avec des personnes chinoises, si possible, quelle que soit une école, un institut, une université, n'importe quoi, mais pouvoir avoir des échanges plus concrets, être à côté, ne comprendre rien du tout pendant les 6 premiers mois, et puis au bout de 6 mois, commencer à comprendre 10%, puis ensuite 20%, ça aide. Regarder des vidéos en chinois, même des choses absolument barbantes comme des news en chinois. Et oui, les news, ça aide. Quand j'étais en faculté en France, on avait un exercice, le laboratoire avec notamment beaucoup, beaucoup de news. Au début, je captais pas grand-chose, et puis finalement, on commence à s'y faire et à comprendre. C'est uniquement une sorte de vocabulaire, mais que ce soit les news avec un vocabulaire extrêmement officiel ou des vidéos d'humour où on captera au début rien du tout, que ce soit des vidéos un peu plus du genre voyage en Chine, tout ça, ça aide. L'immersion. L'immersion est indispensable. Ceux qui veulent vraiment apprendre, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle peut aider en 2026
vraiment à apprendre différemment ou plus intelligemment que pour moi il y a 40 ans. Il y a presque 40 ans, un peu moins maintenant quand même. Il faut s'immerger mentalement, physiquement dans la langue et pour ça, si on n'a pas un environnement avec des Chinois, et ben, ça sera peut-être des vidéos, des films, des news, des livres, des magazines et si on a la chance de pouvoir connaître des gens, essayer d'échanger avec eux, faire un échange donnant-donnant, quelqu'un qui veut apprendre l'anglais ou le français contre le chinois, c'est barbant, c'est bateau, c'est ce qui se fait depuis des siècles, ça marche. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Merci pour tous tes conseils. Et puis, je te souhaite bonne route dans tes prochains projets et j'espère que tu trouveras du plaisir et puis un équilibre entre ta passion pour le thé et puis ton métier. Merci beaucoup Valentin et à toi aussi, en espérant que le podcast fonctionne de mieux en mieux et que tu aies une audience qui grandisse et ensuite peut-être autre chose. Merci beaucoup. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.